La région boulonnaise est riche en traditions, fidèle à son habitat, ses costumes et son patois. Si le Boulonnais est hospitalier, il garde néanmoins jalousement tout ce qui lui est particulier et qui fait son originalité, ce qui fait dire aux étrangers « ça c'est Boulogne ». Le quartier des Marins est le quartier Saint-Pierre. Il faut faire la distinction entre le quartier des armateurs, rue de Boston et rue de Foxton, celui des patrons de pêche, rue des Billets Bleus, rue du Havre, rue du Vivier, rue du Fort-en-Bois, et plus modestement le quartier des matelots, rue Tour d'Odre, du Calvaire, du Machicoulis et des 108. Il y a également le quartier des Dockers, rue de Beaumarçon. De nos jours, le quartier de la Beurrière montre toujours des rues escaladant la falaise, les maisons se dressant par-dessus les maisons et les terrasses par-dessus les terrasses. Au début du XXe siècle, les rudes parapets de pierre de la pittoresque rue du Machicoulis étaient surmontés de filets accrochés sur des perches afin de les sécher. Sur un des paliers qui séparent les montées raides des escaliers de pierre, les commères caquettent à la petite pompe du coin. Tous les potins de la rue circulent de bouche à oreille, pendant que se remplissent les seaux. Parfois le seau déborde. Le trop-plein de l'eau court sur les galets ronds autour de la pompe et file le long des escaliers. La maison typique de la Beurrière est composée d'un rez-de-chaussée, d'un premier et d'un second étage, qui sont souvent loués à des proches. Ces maisons, à l'époque, en 1870, se louent à l'étage. Il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre les maisons d'ouvriers de pêche à Boulogne et les corons de mine du Pas-de-Calais ou de Belgique, d'Allemagne ou d'Angleterre. Toutes les maisons sont louées au même prix. Ici, c'est 12 francs l'étage. Pour un marin boulonnais, un ouvrier de pêche, ça gagne entre 90 francs et 100 francs en 1870. Une paire de bottes à la cheville, en cuir, ça va lui coûter 30 francs. Une paire de bottes aux genoux, 60 francs. 5 bougies, ça va lui coûter 2 francs. Les bottes de marin dont je vais vous parler ensuite, elles vont lui coûter 120 francs, c'est plus d'un mois de salaire. Au rez-de-chaussée, la pièce de par devant s'ouvre sur la rue. C'est la pièce principale de la maison. Elle comprend le lit, les meubles en acajou et sert de vitrine à la maîtresse de maison qui la nettoie énergiquement tous les jours. Le carrelage usé est reluisant de propreté. Le grand poêle rougeoyant à grande gueule déverse sa chaleur par ses 2 fours. Sur le feu, le café est tenu au chaud dans l'alambic. Sous des globes de verre, on y trouve la statue de la Vierge et un crucifix offert en cadeau de mariage. Au mur sont fixés les diplômes, les photos des serviciers, les photos des parents ou des oncles disparus en mer. Et au-dessus du lit, le crucifix ou fan, le buis béni des derniers rameaux. La pièce de derrière sert de cuisine et est éclairée par une cour intérieure. On peut y voir ici une toupiole qui servait aux petits-enfants à apprendre à marcher. Montons donc à l'étage de la maison de la Beurrière, rue du Machicoulis. À l'étage, on trouve 1 ou 2 chambres. Là aussi, la propreté était de rigueur. Le plancher était brossé, frotté et lavé jusqu'à ce qu'il ait la blancheur du marbre. Là, on parle un peu de la vie sociale du quartier. On dit que l'intérieur, la propreté des intérieurs tranchait avec un peu la salubrité des rues. Oui, les rues n'étaient pas faciles à entretenir, pas beaucoup d'eau. Ce fameux dallot qui coulait au milieu. Et ça permet de montrer un peu la tenue que les enfants avaient ou les grandes personnes avaient. Notre panneau quartier très animé, oui, parce que dans toutes les photos qu'on peut avoir ou les cartes postales, il y a toujours des groyeux de Margot, comme on dit ici à Boulogne, il y a beaucoup d'enfants, mais c'est vrai que les familles étaient nombreuses. J'avais commencé à travailler sur la population entre 1880 et 1920, sur 40 ans. À un moment donné, il y a des périodes autour de 1900 où il y a 10% des familles qui ont entre 12 et 21 enfants. Ce qui était énorme, mais classique un peu pour l'époque. Mais on a un taux de mortalité infantile qui est de 43% avant l'âge de 12 ans. En France, on est dans des taux élevés également, mais ici, on est bien au-delà de ces chiffres-là, ce qui fait qu'on a toujours plein d'enfants dans les rues. Alors, aux façades, on a des perches dans les maisons de la marine, parce que cette perche permettait de remiser et de faire sécher les filets qu'on n'utilisait pas. Il y avait 3 campagnes de pêche importantes à cette époque-là. C'était la campagne du Hareng, où là, on utilisait des rois, qui était une sorte de filet à maillant.
Notre campagne, c'était la campagne du maquereau, là c'était des manets. Et puis après, la campagne de pêche au chalut à bâton, hein, qui était une pêche côtière. Donc on avait souvent chez soi une paire des apelins de roi, par exemple, qu'on laissait sécher à ses perches. Donc dès l'instant qu'il y avait des perches et un crochet au butré, un butré c'est la fenêtre du haut, on savait qu'on était dans une maison de marin. Alors ça servait aussi de monte-charge, hein, parce que pour monter des meubles à l'étage, pas facile. Donc la poulie permettait de monter tout le monde ici. Et on dit aussi que quelquefois quand le marin décédait à l'étage, c'est quelquefois aussi par là qu'il descendait, parce que l'escalier ne permettait pas de descendre un cercueil où il y a une personne décédée. Donc quartier très animé, hein, et puis grande convivialité dans ce quartier. L'écrivain Charles Dickens, qui vint passer 3 étés à Boulogne, en compagnie de sa famille en 1853, 1854 et 1856, découvrit avec intérêt le quartier des pêcheurs et ses habitants. Il écrivit : « Nos pêcheurs sont parmi les gens les plus pittoresques que nous ayons jamais rencontrés. Ils n'ont pas seulement leur propre quartier dans la ville elle-même, mais ils occupent leur propre village sur les falaises avoisinantes. Leurs églises, leurs chapelles leur sont propres. Ils fraient les uns avec les autres, et se marient entre eux. Leurs coutumes leur sont propres, et leur costume leur est propre, et jamais ne change. Aussitôt qu'un de leurs garçons peut marcher, on le munit d'une sorte de long bonnet de nuit rouge vif, et un de leurs hommes penserait plutôt à s'embarquer sans sa tête que sans cet indispensable accessoire. De plus, ils portent les bottes les plus impressionnantes, avec les revers les plus énormes, qui se rabattent et se gonflent par-dessus. Et ils s'enfilent dans des blouses et des pantalons bouffants étonnants, visiblement fabriqués en vieille toile goudronnée, et en plus, si raidis par la poix et le sel que ceux qui les portent ont une démarche particulière, marchant les jambes écartées en se balançant entre les bateaux et les barils, et les filets et les gréements. C'est un vrai spectacle. Et là, en dessous, on a un baril au hareng. Hein, quand les bateaux partaient, on allait pêcher le hareng très tôt. On allait à Yarmouth, les premières pêches de hareng, Grimsby, tout ça. On montait très haut là-bas vers l'Écosse. Et on suivait les bancs de hareng descendant. Donc, dans un premier temps, quand on les pêchait là-bas très haut, on partait avec des barils, on mettait de l'eau dedans au départ. Et puis, on les remplissait avec du hareng qu'on salait au fur et à mesure. Hein, ce qui permettait de le conserver un certain temps. Et puis, on ramenait ça à Boulogne après, du hareng blanc qu'on appelait. Et donc ces barils, il y en avait énormément, hein. Il y avait beaucoup de tonneliers ici à Boulogne et au Portel également. Ça a disparu. Et ce hareng qu'on salait là-bas en pêchant à Yarmouth, plus le hareng descendait vers nos côtes, hein, moins le hareng était salé, puisqu'il revenait relativement tôt à terre. Et après, quand il était au droit de l'estuaire de la Tamise, juste avant de rentrer dans le détroit, là on ramenait du hareng frais, hein, le bateau ramenait le hareng tel qu'il était sans le saler. Donc là, les tonneaux, on mettait tout ça à terre, ce qui fait qu'on a beaucoup de cartes postales avec le quai couvert de tonneaux, hein, soit à l'embarquement, soit au débarquement dans les campagnes du Var. Mis à part les 2 extrémités de la vie, l'enfance et la vieillesse, pour le matelot, la maison est un lieu de passage où il ne revient que pour quelques jours dans l'attente d'un nouveau départ en mer. Le bateau, voilà la vraie demeure, la préférée du matelot. Un marin à l'époque passe près de 300 jours par an en mer. De juin à octobre, pendant la pêche au hareng dans la mer d'Écosse, ou celle de la morue en Islande, il part pour démarrer de 6 à 7 semaines. De novembre à janvier, pendant la pêche au hareng frais, il peut travailler parfois 72 heures d'affilée sans dormir. Pour venir le voir, sa femme et ses enfants vont le ravitailler et l'embrasser sur le quai. Pendant les mois de février et mars, le matelot est souvent à terre. Moi, je vais vous proposer de vous parler de ces bottes de marin d'abord. Ça, c'est pour l'hiver, la mauvaise saison, la grosse mer. 120 francs. Ça fait donc plus d'un mois de salaire pour cette paire de bottes. Ces bottes, en 1870, elles sont fabriquées par 4 ateliers dans le quartier de la Beurière. 4 maîtres bottiers qui fabriquent ces bottes de marin. Le dernier n'a plus qu'un client, c'est la Société des égoutiers de Paris. Puis une réforme veut qu'en 1981, les égoutiers passent à la cuissard de caoutchouc. Le dernier client ne commande plus, et le dernier fabricant ferme en 1981. Les égoutiers aimaient ça justement parce que ça protège des insanités de l'égout. En plus, le cuir plein de vache, ça empêche les rats de mort. La pratique qu'ils avaient, c'était de se faire une semelle de confort avec de la paille, comme les paysans faisaient la campagne. Et leur femme a ramassé tous les vieux gilets, les vieux chandails de la maison qui étaient troués, qui étaient défraîchis, qui étaient plus métables. Elle détricotait avec toute cette laine multicolore, mais elle leur faisait des chaussettes, qu'on appelait des bas de bottes. Voilà, ici, on parle de la tenue du marin. Alors, on démarre bien sûr avec les tenues, je dirais, contemporaines avec celles avec la maison.
hein, les fameuses bottes de mer, les bottes en cuir. Alors ces bottes en cuir, ben, elles étaient faites à mesure, hein, à la mesure des personnes qui les commandaient. Donc le premier travail du mousse, souvent le premier achat du mousse quand il s'était embarqué, c'était de s'acheter une paire de bottes. Hein, parce que sinon, à bord des bateaux, pendant longtemps, on était pieds nus, hein, où on portait des sabots, parce qu'on descendait à terre, mais sur le bateau, on était pieds nus. Alors on s'aperçoit, en parlant avec des anciens, souvent qu'on était pieds nus jusqu'au mois d'octobre, au mois de novembre. Et les mois d'hiver, bien sûr, ben, il fallait essayer de se protéger. Donc on achetait ces fameuses bottes en cuir qui étaient faites par des bottiers. Hein, on trouvait des bottiers un peu partout. Et ici, dans le quartier, il y avait un bottier qui s'appelait M. Dumas. Ouais, M. Dumas, qui était spécialiste dans les bottes de mer. On a retrouvé la photo de son magasin qui était au coin de la rue de Foxonne et de la rue des Signaux. La rue de Foxonne qui se trouvait ici dans le quartier de la Beurrière à cette époque-là. Et donc ces bottes, ben, ils étaient faites à la dimension des gens, ce qui fait qu'il fallait les changer plusieurs fois au cours de sa vie. Et ces bottes, ben, elles étaient lourdes à porter, bien sûr, mais elles étaient graissées. Hein, on les graissait avec de la graisse de phoque, hein, ce qui les rendait relativement souples. Hein. Ici, ben, elles souffrent un peu parce qu'elles sont dans un endroit sec. Alors ces bottes, pas faciles à enfiler, hein. On avait ce qu'on appelait des jarretières. Hein, ces deux sangles sur le côté qui permettaient de les enfiler lorsqu'on était allongé, on s'asseyait par terre, on enfilait ses bottes. J'essayais de les enfiler, déjà difficile, hein, parce que comme elles sont plus souples, ben, le pied ne passe pas nécessairement à cet endroit-là. Et ces jarretières, bien souvent, on les tenait avec une corde ici en haut, de manière à ce que les bottes ne descendent pas trop. Et ces bottes ben, expliquaient aussi pourquoi, dans la marine, on évitait d'apprendre à nager. Hein, parce que quand on tombait à l'eau avec ses bottes, on était sûr de son coup, hein, on ne pouvait pas remonter avec ça, on ne pouvait pas les enlever ni remonter. Hein, ce qui fait que dans l'esprit des marins, quand on mourait, il fallait que ça se passe vite, comme on disait. Hein, donc on n'apprenait pas à nager parce que en apprenant à nager, ben, on aurait été tenté de se débattre, d'essayer de s'en sortir. Alors que là, ne sachant pas nager, ben, ça se passait vite, comme on souhaitait. Hein, d'ailleurs, les marins, ben, ils allaient à 8000. À 8000, il y avait Saint-Antoine, on allait taper la canne de Saint-Antoine, on appelait pour avoir la bonne mort. Alors la bonne mort, ben, il n'y a pas de bonne mort, hein, mais la bonne mort, ben, c'était une mort rapide et sans souffrance. Donc ces fameuses bottes, ben, elles ont malheureusement entraîné au fond pas mal de marins. Et puis ben, ces bottes, malgré tout, ben, elles étaient quand même bien graissées, et puis elles se faisaient aux formes de la personne qui les portait. Hein, puisque là, on a une photo, là, c'est mon arrière-grand-père qui s'assoit avec ses bottes. Hein, ces bottes, ça prouve que ces bottes devenaient souples avec l'usage et puis avec la graisse qu'on pouvait mettre autour. Donc ça, c'est dans les années... Ah, on en retrouve... Moi, j'en ai encore connu dans les années 50-55, hein, mais c'était vraiment la fin. Elles ont été remplacées par la suite par des bottes en caoutchouc, bien sûr, des cuissardes hein, qui montaient très haut et qui étaient quand même plus légères et plus faciles à enfiler. Mais ces cuissardes, ces bottes de mer, ça nous a permis de faire des recherches là-dessus parce qu'on a retrouvé l'un des descendants de M. Dumas, ce fameux bottier, et il nous racontait qu'il avait été son grand-père avait été amené à faire des bottes en cuir pour les égoutiers de Paris. Les égoutiers de Paris qui se plaignaient d'être mordus par les rats à travers leurs bottes en caoutchouc. Voilà, ils avaient recherché un bottier. Et ça avait abouti à retrouver ce bottier de Boulogne. Et il était allé avec son grand-père à Paris, justement, présenter ses bottes. Et il nous racontait, on a mis un siaoudia dans chaque botte. Et puis on était boire du café. Quand on est revenu, il n'y avait pas d'eau qui avait coulé. Donc ils ont commandé 50 paires de bottes. C'est les dernières bottes que mon grand-père il a fait ici dans un magasin. Hein, donc c'était d'après lui dans les années 50, 51, un petit peu au-delà, au 53, 54. Enfin entre 50 et 55, disons. Donc c'était vraiment le dernier usage qu'il avait fait hein, de ces outils pour pouvoir faire des bottes. Alors sur étape, il y avait également un bottier hein, qui faisait des bottes de mer, on en trouvait un peu dans tous les ports. Hein. Celles-ci, ben, je les ai rachetées à Fécamp, hein, c'est un morutier, hein, c'est un gars qui faisait la morue. Alors il semblerait que ce soit des bottes qui restaient à poste, comme on dit. Hein, il y avait aussi cette façon-là, hein, on laissait les bottes à l'endroit où on pêchait, hein, quand on pêchait la morue, on pêchait la canne. Enfin des palangres, et on les laissait à poste. Donc on revenait, puis on enfilait ses bottes, et on sortait de ses bottes pour aller dans le poste de repos. Donc ça, c'était, disons, dans les années 1900 jusqu'à 1950. Là, ici, on a une tenue un peu plus récente, c'est un collègue ici, hein, qui fait toujours partie de l'association d'ailleurs,
qui nous l'a donné, quand il était en retraite, il a donné sa tenue. Donc là c'est du ciré, c'est déjà plus léger, plus fonctionnel, on est plus protégé quand même. Donc on a ça, on a toujours des gants, on a toujours au côté un couteau qui permet ou d'éviscérer le poisson ou bien de couper des cordages quand c'est nécessaire. Et puis on a un survoi, là on a mis une casquette parce que c'est un peu plus esthétique, je dirais, pour présenter. Et puis devant soi on a ce qu'on appelle une paix. Une paix c'est un tablier en caoutchouc, un peu plus épais encore que la tenue. Alors ça c'est les années 70 jusqu'à maintenant, il y en a encore qui s'en servent. Mais là actuellement on est passé à une tenue un peu plus moderne, à bord des grands chalutiers du moins. Là ils ont une combinaison intégrale avec un col qui se gonfle au contact de l'eau si on tombe à l'eau, avec une balise GPS aussi qui se déclenche. Et puis on a amélioré, je dirais, aussi les techniques. Dans les années 60, on apprenait à enlever ses bottes lorsqu'on tombait à l'eau, alors que maintenant c'est l'inverse, on apprend à garder ses bottes et à relever les pieds pour garder une certaine quantité d'air dans ses bottes qui permettent de flotter. Ça, plus le col qui se gonfle, ça permet de survivre lorsqu'on tombe à l'eau. Voilà un peu l'évolution des tenues. Et on porte aussi maintenant un casque. On porte pratiquement tous un casque, parce que c'est vrai qu'à bord des grands chalutiers, il y a plein de poulies qui se baladent un peu dans tous les sens avec le roulis et tout ça. Ce qui fait qu'il y a une protection quand même qui s'est beaucoup améliorée à bord de ces bateaux, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de décès par accident à bord des bateaux. Alors on ne sait pas toujours tout. C'est un monde un peu secret, la mer quand même. Donc on disait il est tombé à l'eau, mais quelquefois c'était une poulie qui l'avait emmené à l'eau et tout ça. On sait ça avec le temps après. Voilà. Ce qu'on trouve également ici, c'est quelque chose de caractéristique qu'on trouvait un peu partout avant, c'est les fameux sacs en toile. On appelait ça la toile cirée, c'est la toile noire. Alors c'est ça qui était d'une importance primordiale pour les marins, parce que le lundi, on mettait tout son linge propre à l'intérieur et les provisions pour la semaine quand on embarquait. Et puis, donc ça servait à entreposer tout ça, on mettait plein de choses dedans. Et puis au retour, en fin de marée, c'était là-dedans qu'on mettait la gainée, c'est-à-dire la part de poisson qui revenait à chaque marin, qui était distribuée avant d'arriver au port. Alors des sacs à gainer, quelquefois, un sac comme ça était plein de poissons, parce qu'il y avait dans les périodes d'abondance des années 60-70. Alors ces sacs à gainer, tout le monde connaissait ça, parce que les marins, c'est vrai que ça sert à nourrir leur famille, mais c'était aussi quelquefois le moyen de se faire un petit peu d'argent de poche. Ce qui fait que quand on traînait dans les cafés aux abords du port, il y avait plein de cafés aux abords du port à cette époque-là, et pour 2 fois rien, on achetait quelquefois la gainée d'un matelot, c'est-à-dire la totalité du sac, qui permettait de nourrir toute la famille avec du poisson, du bon poisson souvent, et un bon marché, quoi. Donc ces sacs en toile cirée, comme on disait, ils ont beaucoup servi, et ils ont beaucoup, ici à Boulogne, tout le monde connaît ces sacs en toile cirée. Alors ils ont encore été utilisés longtemps, dans les années 80-90, il y avait encore Briden, qui était une quincaillerie un peu, on vendait de tout, et c'était le seul à Boulogne qui faisait encore ces sacs en toile cirée. On aurait dû en acheter plusieurs, d'ailleurs c'était presque des objets de collection maintenant. Pendant la période de la petite enfance, le Marga, l'enfant, est élevé le plus souvent par sa grand-mère et ses grandes sœurs, car sa mère travaille. C'est l'époque où il joue le plus dans les rues de son quartier et qu'il se sent naturellement attiré par des lieux proches. La falaise, d'où il découvre le va-et-vient des bateaux, et les quais du port où l'on débarque et trie le poisson, et où il peut gagner quelques pennies en rendant de petits services aux Anglais, les Anglais, qui descendent de la Manne, le bateau des voyageurs de Folkestone. Les petits garçons, de temps en temps, ils sèchent les cours de l'école pratique. Ils ont de bons yeux, ce soit en travaillant ou s'amusant, ils ont toujours le regard tourné vers la mer. Ils connaissent tous les marins, ils connaissent tous les bateaux, ils connaissent leur silhouette, la silhouette de la nature. Et ils crient, ils annoncent le nom du bateau qui arrive. Ce qui va permettre à l'épouse, aux enfants du marin qui va rentrer, de préparer la réception. Il va encourager l'armateur, parce qu'il est le premier à annoncer le retour de son bateau à l'armateur. L'armateur va pouvoir prendre des dispositions, le travail va se faire plus vite, donc il donne un petit sou au garçon. Mais cette période heureuse de l'enfance s'achève dès l'âge de 10 ans, après la loi de 1907 à partir de 13 ans, où le Marga est embarqué comme mousse, sous la tutelle de son père ou d'un proche parent, le père de mousse. En effet, un enfant qui travaille rapporte un peu plus d'argent à la maison. À partir de ce moment, soumis comme les autres membres de l'équipage aux mêmes conditions de vie, il retrouve sa maison entre chaque marée. À 12 ans, la communion solennelle à l'église Saint-Pierre est l'occasion de faire la fête en famille.
Lorsque les lois sur l'instruction publique obligatoire seront mises en application, non sans difficulté dans la population de la Beurière, les Margas suivront une scolarité jusqu'à 13 ans à l'école Bucaille, où sont dispensés également des cours de mousse. Les plus doués d'entre eux passeront leur certificat d'études primaires et iront à l'école pratique de commerce et d'industrie, section de mécaniciens de la marine, de la rue Cazin, afin d'y obtenir le brevet de patron de pêche. À 16 ans, le mousse devient novice, et vers 18 ans, il est matelot à part entière. C'est-à-dire que sur les petits bateaux, il a une part entière de la vente du poisson. Alors que lorsque l'on est mousse et novice, celle-ci est respectivement de une demi-part et 3/4 de part. Sur les grands voiliers et les vapeurs, les chalutiers, le matelot reçoit une demi-part par lot de 10 filets de pêche qu'il possède. À partir de 1881, certains armateurs remplacent la demi-part par un salaire fixe, environ 100 francs de gage par mois. Là, on parle de la vie du matelot à terre. Ben oui, le petit mousse, l'âge normal pour embarquer, c'était 10 ans. Et puis, alors 10 ans, on n'avait pas fait sa communion, mais comme on était beaucoup religieux, ben la religion s'est adaptée. Le petit mousse restait 8 jours à terre, on faisait un catéchisme accéléré, ce qui lui permettait de communier dans des conditions, je dirais, classiques pour la religion. Alors, on montre également qu'on fumait très tôt et puis on buvait très tôt parce qu'il fallait faire comme les hommes. Alors, c'est 10 ans, ça choque bien sûr maintenant pour les enfants, mais en réalité, c'était la continuation normale des choses. Et puis, les enfants, ils aspiraient d'embarquer. Moi, ma génération, c'était un peu plus tard, c'était 14 ans, mais tous les collègues qui étaient vraiment de la marine avec des parents marins, ils n'espéraient qu'une chose, c'était de s'embarquer. Et ils quittaient d'ailleurs fréquemment l'école avant, chaque fois qu'il y avait des pêches importantes à faire, au moment du hareng, tout ça, ils ne venaient pas à l'école. Donc c'était pas, je dirais, une contrainte, c'était quelque chose de logique, qui suivait la logique des choses. À 20 ans, le matelot quitte pour 3, 4 ou 5 ans sa maison et son bateau pour remplir ses obligations militaires. Il devient servicier. Il effectue son service militaire. Cette période le conduit d'abord à Cherbourg où il fait ses classes. Le marin boulonnais, à la différence des Bretons, préfère sa tranquillité en restant homme du rang. D'où son surnom « fumeuse-pipe », fume sa pipe. Puis c'est l'embarquement sur un navire de guerre pour des destinations lointaines, le Tonkin, la Chine, d'où il ramènera des souvenirs que l'on retrouve souvent sur les dessus de cheminée de la maison des parents, des chansons également qu'il apprend et recopie dans des cahiers de chansons qu'il illustre de façon très artistique. Parfois, la guerre prolonge encore cette période de service. Celle-ci est d'autant plus dure à vivre que le matelot est souvent déjà promis à une jeune fille qui ne le verra pas ou peu, 1 à 2 permissions, voire aucune, pendant cette longue absence. Alors ils s'écrivent, et comme le veut la coutume, la future belle-fille vient passer ses dimanches avec la famille de son fiancé. C'est une façon de maintenir les liens, de la considérer comme faisant déjà partie de la famille. Selon Ernest Dezeille, il arrive fréquemment qu'avant de devenir servicier, le matelot soit déjà père de famille. Le mariage, obligatoire en pareil cas, doit devancer le départ. À l'âge de 20 ans, il est appelé au service militaire à l'époque, et tous les petits gars de la Beurière et de Saint-Pierre-au-Sully vont systématiquement faire leur service militaire qui dure 2 ans en 1870 dans la marine de guerre. Il revient de l'armée, il va se marier, il a gagné une certaine somme en accumulant ses économies, il va pouvoir penser à se marier maintenant, il y pense depuis quelques années, il va pouvoir aller se marier et il va pouvoir offrir la dot à sa future épouse. Là, on a la maquette d'un bateau, c'est Jean-Pierre Lefebvre, un de nos collègues, qui a refait un bateau tel qu'on pouvait le trouver dans les années 1900. C'était les bateaux classiques, on était à 8 ou 9 hommes sur ces bateaux-là. Alors on l'a laissé sur le bois naturel, alors la coque était peinte en noir, au coltaré, comme on disait, c'est du goudron. Alors c'est des bateaux qui étaient très bons navigants, et puis il y avait une surface de voilure importante pour ces bateaux-là. Alors on pêchait avec des trailles à bâton qu'on appelait à cette époque-là, c'est un filet avec deux meulettes, c'est des patins. Alors ici on a un collègue qui est membre d'association, Jean-Pierre Lefebvre, qui est maquettiste. Et il a refait un bateau, le Notre-Dame de Lourdes, un B2975, c'est un bateau d'étape, qui étaient les bateaux, je dirais, caractéristiques de cette époque. Alors c'est des bateaux qui étaient bien navigants. Et là, il l'a refait et on a laissé tout le détail de la construction apparent, parce que normalement, ces bateaux étaient noirs, ils étaient au coltard, comme on disait. Alors, ces bateaux étaient des bons navigants, parce qu'il y avait quand même une surface de voile importante. Et la caractéristique de ces bateaux, c'est qu'ils ont une surface de voile qui est presque hors du bateau. Il y a la grand voile, bien sûr, mais c'est des bateaux qu'on appelait gréés à bourset malais.
boursé-mallet. Le boursé, c'est une voile, mallet, c'est la même chose. Donc ici à l'arrière, on a ce qu'on appelle une queue de mallet. C'est un long bout, un long mât qui sort du bateau, qui permettait justement d'avoir une voile qui était extérieure et donner une bonne propulsion au bateau. Et à l'avant, on a le bout dehors qu'on appelle, c'est le grand mât qui sort à l'extérieur, où là on a le boursé, qui est une voile importante également. Alors on l'a doublé quelquefois, on a un deuxième boursé qui se mettait dessus. Et puis quelquefois, de ces bateaux-là, on ajoutait un pantalon, on appelait, c'était une voile équivalente à ce qu'on trouve ici à l'arrière, qu'on mettait ici à l'avant, au-dessus de la grande voile, lorsque le mât était suffisamment important. Alors c'est des bateaux qui étaient bons navigants, ils étaient équipés à 5-6 hommes, jusqu'à 15 hommes au moment de la pêche du hareng, parce que c'est des bateaux qui ont fait aussi longtemps la pêche du hareng. Là, il est équipé, notre collègue Jean-Pierre a refait ce qu'on appelle une traille à bâton, c'est une traille avec des molettes, des patins qui permettaient de glisser au fond. Alors il faut savoir qu'on ne tirait pas trop de chalut avec ces bateaux-là, parce qu'on n'a pas une vitesse de propulsion terrible, c'est les voiles simplement qui assurent la propulsion. Donc c'était souvent des bateaux qui pêchaient au filet dérivant, les rois ou les manets, les rois qui étaient les filets spécialisés pour la pêche au hareng, et les manets qui étaient des filets équipés pour la pêche au maquereau. Donc les mailles un peu plus fortes, un peu plus grosses. Et donc ces bateaux, ils ont été très très utilisés ici à Boulogne. On en trouve de longues séries avec des dimensions quasi équivalentes ou légèrement plus grandes. Donc là, on l'a gardé parce que il est caractéristique de l'époque de la maison. Alors là, on a conservé une chapelle de bord, à bord des bateaux de Boulogne et d'Étaples. La flottille de Boulogne est quand même composée beaucoup de bateaux étaplois. Et la religion était omniprésente dans la vie des marins, et à bord des bateaux, on mettait le bateau souvent sous la protection d'un saint particulier, ce qui explique d'ailleurs que pratiquement tous les saints du calendrier y sont passés pour dénommer les bateaux. Et chaque bateau dispose d'une chapelle de bord. Alors la chapelle de bord, c'était un petit endroit qui était souvent fait par les matelots eux-mêmes, d'ailleurs, où on rassemblait, dans le cas présent, on rassemble tous les... Chaque matelot devait amener son petit saint protecteur. On trouve Jésus de Prague, on trouve une Pietà. Alors celle-là, on l'a gardée parce qu'elle est particulière, souvent elle présente une Pietà. C'est souvent un Christ ou une Vierge qui est là, alors que là, on a un petit peu de toutes sortes et chacun devait amener son saint particulier. Alors ces chapelles de bord faisaient à cette époque-là, à l'époque de la maison, ça faisait l'objet de prières collectives. C'est le maître de bord qui récitait des prières et l'équipage répondait. Alors, est-ce que tout le monde était accroché à la religion? On ne peut pas le jurer, mais il aurait été mal vu de ne pas y participer, parce que la religion et superstition, c'est deux choses qui chevauchaient quand même assez étroitement, et ne pas y participer serait risqué d'attirer de mauvais œil sur le bateau, ou si s'était produit quelque chose, on aurait été considéré comme responsable. Donc tout le monde assistait à ces prières collectives. Alors les chapelles de bord, ils ont subsisté, tous les bateaux de Boulogne pratiquement ont encore une chapelle de bord. Alors elle est souvent beaucoup plus sobre, c'est un crucifix, ou c'est un saint, ou le saint protecteur du bateau, du patron. Les familles ont souvent un saint protecteur comme ça dans la marine. Et là, ça ne fait plus l'objet de prières collectives, c'est un usage individuel. Et par contre, c'est resté quand même quelque chose d'assez vivace et d'important, parce que les bateaux d'étape, les chalutiers d'étape, lorsqu'ils sortent le lundi, la première marée, ils allument toujours une bougie auprès de cette chapelle de bord, ce qui fait que on a certaines photos où on dit ça c'était pris un lundi puisque la bougie du lundi est allumée. En général, ils allument une bougie jusqu'à ce qu'il sorte du caisson, qui sort de la rade de Boulogne. Donc vous voyez, ces chapelles de bord continuent d'avoir un usage quand même important ici à Boulogne, y compris dans les tout petits flobards. Les petits flobards comme à Audrecel ou au Portel, les propriétaires souvent font tout à l'avant du bateau, ils aménagent une petite niche où on met un saint protecteur ou un crucifix. Ces chapelles de bord, on marque vraiment notre région. Il semblerait que d'autres régions de France ont également encore ces pratiques. En Galice, par exemple, on a encore beaucoup cet aspect religieux qui subsiste. Et puis en Vendée, on trouve également encore pas mal de traces de ça. Voilà un peu l'histoire de ces chapelles de bord. Pendant qu'on est là, je peux parler également des différents objets qui sont là. On a un sac de servicier. Alors servicier, c'était être appelé par la Marine nationale. La Marine nationale a levé des troupes dans les quartiers maritimes, puisque les marins sont inscrits maritimes, dès l'instant qu'ils naviguent, sont inscrits maritimes et sont réquisitionnables à tout moment.
Et donc la Marine nationale prélève dans les quartiers maritimes des troupes pour équiper ces bateaux. Après, c'est devenu vraiment comme un service militaire, hein. On devenait servicier, comme on disait, on n'était pas militaire, comme on dit dans la marine de terre. Et là, ben, on touche un sac, un sac qui permet de mettre toutes ses affaires. Donc celui-là, on a gardé le sac de Louis Monard, parce que ben, il est caractéristique d'une époque où on passe de la voile au chalutier, au bateau classique, au bateau à moteur. Et là, ben, c'était encore des voiliers qui faisaient ces sacs, hein, ce qui fait que les poings sont cousus à la main, avec une régularité assez surprenante, parce que ben, il y avait une dextérité quand même surprenante de ces machins. Et puis ben, on faisait un chapeau chinois, tout ça, pour faire la sangle qui permettait de tout fermer. Alors ce sac, on l'a gardé parce que Louis Monard, il a un destin assez particulier. Ça dénote un petit peu comment la mentalité qui existait dans le quartier de la Marine avant, qui existe peut-être encore un petit peu d'ailleurs. Ce fameux Louis Monard, bon, déjà il a toute une jeunesse un petit peu exceptionnelle, et il se retrouve en 1910, hein, il est né en 1890, donc 1910, il s'en va au service militaire. Il a été appelé comme servicier, et il a une fiancée, hein, une bonne amie, comme on disait, une promise. Et la coutume voulait que bah, c'est la famille du garçon qui s'occupait de la future belle-fille, le temps que le garçon était parti au service militaire, était servicier. Alors on disait que c'était pour survenir à ses besoins, mais c'était aussi quelquefois pour avoir un œil sur elle. Et là, bah, Louis Monard, il n'avait plus ses parents, donc c'est son grand-père qui l'élevait. Et c'est donc son grand-père, qui s'appelait aussi Louis d'ailleurs, qui héberge sa future femme de Louis. Et ce Louis bah, part au service militaire en 1910. Le service militaire à cette époque-là, c'était 3 ans. Il est sur un bateau qui ne rentre pas tout de suite, ce qui fait qu'on approche de la guerre 14. Il est maintenu sur les bateaux, sur son bateau, et il fait 8 ans de service militaire. On a retrouvé son livret militaire. Donc il est servicier 1910-1913, un peu plus de 1913, et maintenu pendant toute la durée de la guerre 14-18. Donc il est libéré en 18. Alors dans les 3 mois qui précèdent sa libération, on lui fait une faveur, on le rapatrie à Dunkerque pour qu'il soit près de sa famille. Mais en 1918, pour Dunkerque et Boulogne, ce n'était pas 2 portes à côté. Alors la suite de l'histoire, c'est qu'il revient dans sa famille, chez son grand-père et sa grand-mère, et il fait une marée pour se faire un peu de sous, et il dit à son grand-père et à sa grand-mère, je vais me marier. Et là, ben, on s'aperçoit que le grand-père et la grand-mère ils disent « T'es fait un sac et t'es pars d'ici parce que chez les Monards, on ne se marie pas avant 30 ans. » Donc, on a été un peu surpris quand même du comportement. Il y a 8 ans qu'il était parti. La fille a fait son trousseau, a travaillé et tout ça. Et là, on le met quasiment à la porte. Et c'est vrai qu'il s'en va à la porte avec un sac, comme son fils nous l'a dit. Et en fin de compte, on a recherché pourquoi. Et on s'est aperçu que Louis Monard, le grand-père, était un admirateur de Napoléon. Puisque dans sa maison, ce qu'il avait réussi à sauver après les bombardements, c'était un buste de Napoléon. Il était très fier d'avoir sauvé ça. Et c'est un admirateur de Napoléon. Et Napoléon avait créé le code matrimonial. Et jusqu'à 30 ans, il fallait l'accord des parents pour pouvoir se marier. Ce qui fait que là, ben, ce fameux Louis Monard qui revenait de 8 ans de service militaire, il n'avait pas adopté la formalité habituelle, il n'en avait pas parlé avant. Il a simplement annoncé qu'il allait se marier. Ben, ça n'a pas plu du tout au grand-père, qui l'a mis dehors. C'est dire que dans la marine, dans le quartier du moins, on était intransigeants sur des principes comme ça, à cette époque-là, qui nous dépassent un petit peu de nos jours. Alors dans la vitrine ici, on a mis différents objets qui ont tous une histoire. Bon, on a d'abord les statues. Alors c'est des imitations de Blot. Blot, Achille et Eugène, c'était deux sculpteurs boulonnais qui ont marqué leur époque parce qu'ils ont fait énormément de statues en terre cuite comme ça, qui étaient vendues d'ailleurs comme petits souvenirs sur la côte d'Opale. C'est des souvenirs que les estivants achetaient. Là, elles sont un peu plus grandes, je ne sais plus le nom de l'auteur. Bon, on les a récupérées, on les a mis là parce que elles sont caractéristiques, c'est bien en rapport avec la marine. On trouve on a un marin qui regarde au large et sa femme qui est à côté. Et là, un équivalent avec un homme à genoux auprès d'une manne et puis la matelote avec un filet dans ses mains. Donc on l'a mis là, c'est pour montrer un petit peu toute cette époque où on
comment on travaillait finement la terre cuite, c'est de la terre cuite à l'origine, qui était vendue en petites dimensions. Alors on faisait souvent la grande dimension et on réduisait ensuite pour le vendre aux estivants. On a mis une pipe également, parce que la pipe, à bord des bateaux, on ne pouvait pas fumer. Fumer, on a les doigts toujours humides, on travaille dans l'humidité, donc on chiquait. Ça, chiquer, ça durait longtemps. Alors, chiquer, c'était pas trop ragoûtant, parce que souvent, en chiquant, on crachait aussi. Alors, on fumait aussi quelquefois la pipe, mais c'était plutôt pendant les temps de repos. Et ces pipes, ça avait caractérisé un petit peu les matelots de Boulogne. Quand ils étaient serviciers, on disait qu'ils n'étaient pas trop à rechercher à être gradés dans la marine, alors qu'ils avaient souvent de très bonnes connaissances. Ce qui fait que dans la marine, on avait surnommé les boulonnais les fumeux de pipe. Fumeux de pipe, veut dire reste dans ton coin et puis sois tranquille. C'est De Sey qui en parle dans ses différents bouquins. C'était une appellation qu'on donnait aux boulonnais qui s'en souciaient pas trop de la marine nationale. En bas, on a remis ce qui était dans la trousse des marins, du temps de la voile. Chaque marin avait souvent des aiguilles, un étui à aiguille. Alors il était fait de façon, c'est un objet qu'on utilisait, là c'est une corne. Mais là, on en a un, c'est un de mes oncles qui l'avait fait, c'est une petite botte qui est taillée dans du bois. Et ces étuis permettaient de conserver dans du suif les aiguilles pour éviter qu'elles ne rouillent. Et ces aiguilles, on appelait ça des carlets, c'est une aiguille triangulaire qui était épaisse pour pouvoir pénétrer dans les voiles, bien sûr. Et on a, parallèlement à ça, on a une manille qu'on appelait, qui sert, celle-là ne va peut-être pas rentrer, elle n'est pas adaptée à ma taille, qui servait comme de dé à coudre à pousser ces aiguilles dans la toile pour le faire pénétrer plus facilement. Donc tout ça on l'a mis parce que c'était des objets utilitaires de cette époque. On a également des aiguilles à ramander. Ramander, c'était raccommoder les filets. Alors c'était souvent le travail, c'était fait en bois bien sûr, on faisait souvent ça avec du chégu, on appelait du chégu, on faisait ça aussi avec du buis, c'était des bois qui étaient assez durs et qui restaient souples malgré tout. Et puis c'était le travail des vieux marins, donc sur le quai souvent ils taillaient ces aiguilles et ils étaient vendus au bateau. Là on a toute une série des modèles qui étaient faits par un vieux marin qui est décédé en 1910, donc ça remonte assez loin. Et puis moi j'ai repris, j'en refais, c'est une technique particulière qu'il faut adopter. Alors comme il n'y en a plus beaucoup, c'est toujours intéressant de conserver un petit peu ce savoir-faire, il ne faut pas que ça reste là. Donc là c'est des objets courants qu'on avait à bord des bateaux. Ici en bas on a des objets différents. Là c'est un objet qui m'a été confié par un habitant de Saint-Pierre qui a passé la guerre ici, il a 92 ans maintenant, et il m'avait dit, toi qui fais de temps en temps des bateaux, est-ce que tu ne pourrais pas me réparer ça? Alors je lui ai dit, je veux bien, mais enfin, il avait quand même souffert, et puis il me dit, dans ma maison rue du Calvaire, quand la maison était détruite, on a retrouvé qu'un buste de Napoléon que mon grand-père il a conservé, et puis il m'a joué qui était un bateau comme ça. Alors du coup, je lui ai dit, ça serait dommage de le refaire, mais on va le garder pour bien symboliser la manière dont le quartier a été détruit, puisque de toute la maison, il avait retrouvé que ce fameux buste de Napoléon de son grand-père, et puis ce petit jouet qu'il avait conservé. Donc on l'a conservé à ce titre-là, pour montrer un peu les désastres que les bombardements avaient fait dans le quartier. Et puis ici, on a ce qu'on rencontre souvent dans la marine, les fameux bateaux en bouteille. Alors ces bateaux en bouteille, j'essaie de les collectionner, j'en ai 8-10 à peu près maintenant. Et c'est devenu des objets de collection, alors qu'avant, dans ma jeunesse, c'était assez courant. Et là, celui-ci, il a été fait par un monsieur d'Étaples, c'était un ramé également, qu'on appelait Pierre Chouchou, c'était son surnom. Et il avait coutume d'offrir ça à l'occasion des mariages. Alors plus il estimait la famille, plus il faisait de mât au bateau, ce qui fait qu'on a des bateaux démesurés en mâture. Et il avait l'habitude de mettre le nom des mariés. Là c'est le cas, Michael et Marie-Thérèse, c'est un copain qui l'a donné, il traînait dans son garage, il m'a dit prends-le sinon il va être démoli. Et donc là il estimait bien la famille, puisqu'il y a 5 mâts. Et les bateaux à Pierre Chouchou, on les reconnaît justement au nombre de mâts importants. Alors il y a tout un savoir-faire dans ces bateaux en bouteille. Alors c'est un savoir-faire qui est assez commun, puisque beaucoup de marins en faisaient. Moi dans ma famille, il y avait 5 ou 6 personnes qui faisaient des bateaux en bouteille. Je me suis mis à en refaire, mais c'est pas du tout évident. Mais on a un collègue, Jean-Louis Moll, qui vient à l'occasion de toutes nos fêtes maritimes, qui met toujours des bateaux en bouteille, des bateaux superbes, parce que lui, là, le bateau est assez fantaisiste, alors que Jean-Louis fait vraiment des maquettes en bateau en bouteille.
Alors les plus jeunes, bien sûr, c'est comment on rentre ça, donc il y a toute une technique que je leur explique, hein, on replie les voiles, on rentre, on fait le bateau à dimension du goulot. Et alors on trouve bien sûr dans le commerce maintenant des bateaux où c'est le goulot, le cul de la bouteille a été recollé après, tout ça, mais là c'est vraiment des bateaux rentrés directement dans le goulot de la bouteille. Et puis, un petit symbole qu'on a découvert après, c'est que le pied est assez caractéristique. Hein, il est taillé, à première vue, qui paraît être taillé de façon aléatoire. Et en réalité, ben non, quand c'était pour un mariage, c'est une technique qui venait de Bretagne, une coutume qui venait de Bretagne, on taillait le support en forme de joue de bœuf. Hein, les bœufs, pour tirer, avaient un joug. Et là, comme c'était pour un mariage, ben, c'était la symbolique qui disait c'est fait pour tirer, hein, on doit tirer tous les deux dans le même sens une fois qu'on est marié. Alors c'est un truc qu'on a découvert avec le temps parce que bon, Pierre Chouchou ne l'avait pas dit à cette époque-là, et puis bon, ça c'est peut-être qu'il l'avait dit, mais ça s'était passé de coutume, et là on a retrouvé effectivement cette habitude et la raison pour laquelle ce pied était taillé de façon qui nous paraissait assez aléatoire, alors qu'en réalité il a bien toute une symbolique. En dessous, ben, c'est les objets classiques. À bord des bateaux, on n'avait pas beaucoup de place. On avait le droit simplement à une caisse de bord, qu'on appelait, c'est une petite caisse, hein, où on avait son nécessaire de toilette, enfin nécessaire très très restreint. Hein, on avait un blaireau, on avait un blaireau, on avait le bol pour faire de la mousse, on avait le coupe-chou, hein, le rasoir. On avait souvent une pierre d'Alain, hein, pour réparer les petites blessures qu'on pouvait se faire en se coupant. Puis ça adoucissait la peau, paraît-il. Et puis le frottoir qui permettait de réviser ce coupe-chou. Alors c'était quelque chose de très important pour les marins. Parce qu'à bord des bateaux, on ne prenait pas d'eau pour se laver, on prenait de l'eau pour boire. Mais sur sa ration, le marin conservait souvent sa ration d'eau pour boire. Il conservait souvent un peu une petite ration d'eau pour se raser. Hein, parce que sans pouvoir se laver, il était important de se raser et puis de bien entretenir sa barbe. Mais il y avait une vieille légende qui disait, puisqu'on était mortels tous les jours à bord d'un bateau, c'est Saint-Pierre qui tenait les clés du paradis, et on dit on se présente pas devant Saint-Pierre mal rasaille. Hein, donc le marin apportait une attention toute particulière à entretenir sa barbe, se raser régulièrement. Puis en dessous, ben, on a différents objets qui étaient utilitaires sur les bateaux, un épissoir qui permettait de faire des nœuds, de tresser des cordes. Et puis on a ici, tout en bas, des fameux sabots. Alors c'est sabots parce qu'ils ont une histoire. Hein, l'un de nos adhérents, Louis Monard, lorsqu'il était réfugié en Bretagne, il est arrivé, d'avoir fait la route, tout ça, il n'avait plus ses chaussures étaient totalement usées. Ce qui fait qu'il avait entendu parler que dans un village à côté, c'était à côté de Douarnenez, il y avait encore un sabotier. Donc il avait fait la route à pied pour aller jusque là-bas, et il avait réussi à racheter ses sabots, qui n'étaient pas du tout à sa taille d'ailleurs, mais comme c'était la seule paire qui restait, donc il avait fallu qu'il travaille 15 jours pour avoir assez d'argent pour payer ses sabots. Et puis, ces sabots, ben, il les préservait là-bas, il ne marchait pas trop avec, parce que ça s'usait vite, alors il a quand même un peu marché. Et puis ben, il est revenu à Boulogne avec, hein, il est revenu tout un circuit pour revenir à Boulogne, il tenait à revenir à Boulogne pendant la guerre, malgré que ce soit la zone interdite, et il les avait ressemblés, hein, comme on le faisait à cette époque-là, puis il ne les a plus jamais mis. Hein, parce que ces sabots, ben, pour lui c'était tout un symbole, c'était son exil en Normandie, hein, en Bretagne du moins, hein, d'abord Normandie puis Bretagne ensuite, et puis la manière dont il avait dû travailler tout ça très dur dans les champs, parce que pour un matelot aller travailler dans les champs, c'était pas déshonorant, mais c'était quand même un nouveau métier qu'il apprenait, donc il se rappelle très bien de cette période, et il les avait gardés, donc il nous les a confiés, hein. Il commence à être mangé à verre d'ailleurs. Mais c'est dire qu'il y a tout un symbole derrière, parce que ben, c'était les seules chaussures qu'il avait pu se procurer là-bas en Normandie, en Bretagne du moins, à côté de Douarnenez. Alors à Douarnenez, il y a tout un truc aussi assez surprenant. Ils avaient été hébergés dans une maison, dans une rue de Douarnenez, de Tréboul, qui s'appelle rue qui monte au ciel. Alors j'ai recherché effectivement, et en fin de compte cette rue s'appelle rue qui monte au ciel parce que tout en haut de la rue se trouve le cimetière. Hein, donc c'est ce qui explique cette dénomination rue qui monte au ciel. Alors il en parle souvent, quand je restaure rue qui monte au ciel, c'est au ceci, cela, il explique tout ça.
Et sa fille lui a fait la surprise l'an dernier de le ramener là-bas, dans la région où il avait été réfugié. Lorsqu'il est de retour à terre, c'est d'abord pour se reposer, passer quelques moments de plaisir sans contrainte ni souci, car le retour à terre est de courte durée. Le matelot en profite pour voir ses enfants, les petits derniers, et rendre visite à la famille. Il participe également à des pèlerinages, comme celui de Merck-Saint-Liévin, entre Thérouanne et Vaudringan. Les marins y venaient en pèlerinage pour vénérer les reliques de l'Irlandais Saint Liévin, mort en martyr au milieu du 7e siècle. Les marins vont également au pèlerinage de Notre-Dame de Boulogne, de Saint-Adrien à Bactin et de Jésus flagellé à Tarlington. Le reste du temps à terre, ils flânent sur le quai Gambetta et ses nombreux cafés et caves, comme la cave à Tuilier, où ils retrouvent leurs compagnons de bord pour parler du temps et des marées passées ou futures. Ces retrouvailles avec sa femme sont souvent 9 mois plus tard, l'occasion d'un heureux événement, et les familles de marins sont généralement très grandes. Lorsqu'arrive l'âge de la retraite, le matelot retrouve enfin sa maison, où il a si peu vécu. Quel changement dans son mode de vie! Ceci explique pourquoi, au-delà d'un problème de niveau de pension, il aime encore faire des petits boulots qui l'éloignent une fois de plus de son domicile. C'est ainsi qu'il ramande, il répare, et lasse les filets de pêche. Il fabrique des aiguilles à ramander, où il devient gardien de bateau la nuit lorsque ceux-ci sont à quai. Là, on parle de la vie du matelot à terre. C'était la vie classique. Alors, dans la marine, on n'est pas retraité, on est pensionné, on touche ses invalides. C'était la manière dont on parlait à cette époque-là. Un cliché assez classique, c'était les vieux retraités qui se rassemblaient à un coin du port, soit sur le port, soit un endroit qu'on appelait le coin menteur, qu'on retrouve pratiquement dans tous les ports de France. Il y a un coin menteur ou bien le banc des maldisants. C'était l'endroit où les vieux marins se rassemblaient et puis racontaient un petit peu toutes leurs anecdotes de pêche, tout ça. Et là, il y avait souvent beaucoup de poissons qui étaient pêchés. Et puis, on faisait souvent des commentaires sur les gens qui passaient, les jeunettes qui allaient travailler à Capécure et tout ça. Donc, coin menteur et le banc des maldisants, c'est deux choses qui sont restées célèbres pratiquement dans tous les ports de France. On peut le voir avec d'autres marins, sur le banc des maldisants sur le pont Marguet, ou bien au niveau du coin menteur, évoquer ses souvenirs et sa fierté d'avoir été matelot.